country manager France and head of mooring systems at Madrid-based Blue Float. And I understand you're bringing us breaking news on your floating offshore wind project that you're developing jointly with Aqua Energy off the coast of Reunion Island, right? Yes, indeed. Good morning. Very happy to be here and very happy to have the chance to discuss about this topic, because this is a project we've been pushing for around 2 years now, indeed in the Reunion Island. So maybe just a few words about Blue Float, because we might not be that familiar to everyone here around. So we are an offshore wind developer focusing mainly on floating wind, as the name might indicate. We have today a portfolio of projects of 32 gigawatt. Globally, in 10 geographies. More locally in France, we are positioned in the French tenders, namely the AO5 and the AO6, so basically the ones that are floating. And indeed, we are also trying to promote different formats, because our ambition is to try to accelerate this energy transition. We all have big ambitions, but our position is to say we should not forget alternatives. We should not forget looking at other means of decarbonizing our industry or our electricity needs. And one of the topics that we are addressing is the non-interconnected areas. And indeed, in that case, we are pushing this project for floating wind in the Reunion Island, so in the Indian Ocean, with, as you mentioned, our partner Aqua Energy. They are an independent power producer. They are the first one in France for the independent producer, and they have been established in those overseas territory for quite some time and have very good references locally. All right, where's the project at right now? So the status of the project, it's also a very good milestone, not that we really calculated it, but basically we have submitted our request for seabed use a month ago to the services of the administration in the island. And now we have this discussion phase with the centralized, decentralized agencies trying to see how we can pass this project, because this is probably one of the main topics we need to discuss here is the framework. It's very different from a typical mainland tender where things are super clear from day one to the end about how you develop that. It's much less clear in those small territories that have, they do have pluriannual energy planification, but it's still at infant stage, at least for floating wind. So there is a lot of work to do together with the administration to understand how we could pass it. So basically, we are in the phase where we are waiting for the administration and the central power to see how to pass this, basically. And I understand that the turbines are kind of a tricky issue. You have to choose turbines that are not too big, but not too small either, right? Well, the turbine is one of the elements, but globally speaking, the execution scheme is by essence tricky. Because if we make a kind of mirror to what we're trying to do in mainland, it's quite the opposite. In mainland, as the minister announced yesterday, there are big programs for developing harbors, getting them to gear up to the challenge we will face. Here it's a bit the opposite ambition. We need to stay nimble and smart, just because we are not going to sell to the Reunion port that they need to build a new port for a capacity of 200 megawatt. This makes no industrial sense. So the approach is the opposite. We need to try to find a solution to develop and execute a project in a constrained space. And this is what we're trying to do. So indeed, the turbine is one good example, because we do not want to be the guinea pig in trying a new generation of turbine that has not been tested offshore in the middle of the Indian Ocean. We prefer to have smaller turbine that have been field-proof. Also because, as you mentioned, the area itself is interesting because it's a cyclonic area. So we need to be, in that respect, very robust on the technical choices we are making. Do you think offshore wind energy, I asked that earlier today, is offshore wind, floating offshore wind energy, is it at a watershed moment for you? Is now the moment where everything will kick off? Yes, yeah, obviously. I mean, we had very good news about the last 2 days, or the last days, let's say, and this morning, so it's positive. But again, the message is, let's try not to forget
the other territories or the other opportunities we could push. So 200 megawatts, it's a small project for mainland, but for the Rainy Island, it's a significant project. If it's pushed forward, it can save up to 1 million ton of CO2 equivalent per year into the energy mix of the island. So this is substantial. For the territory, it's a massive way to decarbonization and to energy autonomy, because this is one of the topics as well. At the moment, the mix of energy on the island is, like all these islands, super carbonite, up to 80%. And the plan is to move to biomass. As you know, this is not really clear at European level. Is biomass considered as renewable energy? And if you look at the scheme, the biomass would come from Canada and from mainland Europe, which, if you look at where the Rainy Island on the map, it doesn't really make much sense. Yeah, we'll discuss that further, obviously, with Monsieur Chabriat in a moment. Just in a nutshell, you're looking at Reunion Island. What other islands are you eyeing? We have few, but one I can give a highlight is the Canaries Island, so in Spain. Very similar context, except that it's 7 islands instead of 1. But in terms of population, the project we're trying to develop is on Gran Canaria Island. It's 900,000 people living there, which is very similar to the Rainy Island. Maybe Sir Chabriat will correct me if I'm wrong. The only difference there is that the state is already involved, maybe at a more advanced stage. But in France, we see that we can move quite quickly. Again, the minister yesterday announced that the Rainy Island should push up their ambition for floating wind, which is an excellent news. Again, it was not necessarily planned for today, but it's perfect. So Canary is the next one that could benefit from the development of the Rainy Island project, really. Okay, great. Thank you very much, Clément Maucher from Blue Float. Et on a aussi Monsieur Jean-Pierre Chabriat en ligne, je crois. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes membre du Conseil régional et responsable pour la transition énergétique à La Réunion. Est-ce que vous pourriez nous dire, l'île de La Réunion, cette île a prévu de produire toute son énergie à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, quand on parle d'énergie, déjà, il faut donner les chiffres complets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Réunion est dépendante à 85% sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'il faut considérer tout à la fois l'énergie électrique d'une part et l'énergie de la mobilité d'autre part, qui, grosso modo, je vais faire un peu des raccourcis pour donner des ordres de grandeur, 50% en électricité, 30% en électricité et à peu près 66% concernant la mobilité, dès lors qu'on intègre la mobilité automobile, la mobilité aérienne et la mobilité maritime. Voilà. Donc c'est important d'avoir ces chiffres, parce qu'en fait, on voit très bien qu'il y a véritablement un mur énergétique devant nous, il ne faut pas se mentir. 2030, c'est un mantra, mais nous n'allons pas évidemment l'atteindre. Je pense qu'il faut rédiger un document stratégique véritablement tenable pour les années à venir. Alors, ceci étant, la présidente de région et le conseil régional est complètement mobilisée sur cette question de la transition énergétique avec l'objectif de l'autonomie énergétique locale. Et dans ce cadre-là, évidemment, les énergies marines ont leur part et ont toute leur part, en particulier pour ce qui concerne la production d'énergie pour la mobilité. Donc, nous comptons sur les énergies marines, sur les 2 technologies matures du moment, c'est-à-dire le SWAC d'une part pour la climatisation de grands centres. Donc 3 projets sont en étude aujourd'hui à La Réunion, à Saint-Denis pour l'aéroport, dans la région du port pour une écocité de 70 000 habitants et d'un hôpital, et dans la région du sud pour le centre hospitalier universitaire. On aimerait bien que ces projets aboutissent à des réalités, et c'est pour ça que je suis de près le dossier pour que, effectivement, nous ne soyons pas dans des prières en termes de projet, mais qu'on atterrisse véritablement.
Pas plus tard que hier, j'étais sur une réunion au niveau de l'éco-cité, où on présentait un certain nombre de choses avec une vision qui ne m'intéressait pas, et j'aime autant le dire, c'est-à-dire une vision où, globalement, on allait importer l'ensemble de la méthode, l'ensemble des dispositifs, et rien développer localement. Nous concevons le développement de l'autonomie énergétique avec la construction de filières au niveau de la Réunion. Ces filières qui d'ailleurs peuvent servir à la France dans son rayonnement sur la zone Indo-Pacifique dans l'avenir. Concernant l'éolien offshore, c'est très simple. Quand on présente les projets, donc si vous pouvez passer la diapositive numéro 1. Donc sur l'éolien flottant, donc ça fait maintenant quelques années qu'on étudie un schéma, qu'on développe un schéma régional de développement de l'éolien en mer en particulier. Et aujourd'hui, après une analyse multicritère, nous avons pratiquement défini la deuxième diapositive des zones qui sont particulièrement intéressantes. Vous voyez la carte? Voilà, très bien. Donc la zone la plus intéressante probablement, c'est la zone qui est la plus grande en surface au nord, qui est numérotée 1, qui, en tenant compte d'un certain nombre de critères et de conjonctions de critères, nous permettent de définir ces zones comme les plus propices en termes de critères techniques d'une part et de critères environnementaux d'autre part. Et dans la démarche qui nous est posée, nous avons plusieurs possibilités pour le développement. Nous avons entendu les industriels qui nous disent qu'un projet d'en dessous de 100 MW n'est pas concevable sur le plan industriel. Donc nous avons demandé une révision rapide de la PPE pour y introduire une possibilité d'y inscrire des projets de 100 à 200 MW au niveau de l'éolien offshore, avec une coproduction énergétique, tout à la fois de l'électricité couplée au réseau électrique réunionnais, et d'autre part la possibilité d'avoir une partie de cette électricité qui servirait à produire de l'hydrogène pour la mobilité lourde, camions et autocars à La Réunion, et de l'hydrogène pour la mobilité bateau et la mobilité avion du futur. En ceci étant, j'ai parfaitement conscience de la géopolitique internationale de l'hydrogène. J'ai rencontré récemment un spécialiste, Miko Merad, un spécialiste national à ce sujet, et tous les pays de l'IORA, donc de l'arc océanique de l'océan Indien, sont en train de transformer leurs ports pour accueillir des bateaux à hydrogène ou à carburant hydrogéné. Donc il faut qu'on se prépare pour que La Réunion soit un véritable hub français de l'hydrogène, notamment pour le transport maritime dans l'océan Indien. Et de ce point de vue, la seule option que l'on a réaliste pour produire de l'hydrogène de manière, je veux dire, en énergie renouvelable locale, c'est l'éolien offshore. Le reste, de mon point de vue, techniquement, n'est pas réaliste. 1 mégawatt, c'est 1 hectare de terrain. La Réunion, c'est petit, c'est à 70% protégé. Même en couvrant tous les toits de La Réunion, ça prendra tout le temps et les connexions seraient extrêmement complexes. Donc techniquement, la meilleure option pour préparer, pour véritablement décarboner localement notre île et même d'autres îles de l'océan Indien, je pense à Maurice, je pense aux îles Seychelles, je pense aux d'autres îles à côté, c'est la possibilité de faire de l'éolien offshore. Voilà, donc on est aligné par rapport à l'année dernière, on a beaucoup progressé en termes de certitude dans notre volonté, 2, dans nos analyses, et 3, dans le calendrier. Et pour accélérer le calendrier, 2 pistes étaient possibles, soit le dérisquage par l'État d'une part, soit une démarche en gré à gré avec un industriel. Et pour l'instant, la présidente de région a indiqué donc à l'État et à la ministre que nous préférerions, pour accélérer et rentrer dans un véritable processus d'accélération énergétique, de rentrer en négociation en gré à gré avec un industriel sous la base d'une PPE révisée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans mon intervention. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Chabria de nous avoir rejoints. Thank you Clément Moncher de Blue Flow. You're welcome. And thank you for listening.
Merci. Merci beaucoup. Yeah.